sommes ravis d'accueillir maintenant pour parler d'intelligence artificielle dans le développement durable, Nicolas Maille de Society, The Future Society. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène, sous les applaudissements s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ok, ça marche. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, 10 minutes, on va faire court, de l'intersection entre l'intelligence artificielle, une technologie plus qu'émergente, qu'émergée, et les objectifs du développement durable, notamment sous le prisme de l'action climatique, donc l'ODD numéro 13, qui est un des plus pressants, j'ai envie de dire. Alors, The Future Society, ça ne vous parle pas forcément, je vais quand même me présenter un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un tout petit institut de recherche à but non lucratif, issu de la Kennedy School à Harvard, et vraiment qui est préoccupé et qui travaille sur les questions d'impact et de gouvernance de l'intelligence artificielle. Adoption responsable de l'intelligence artificielle, c'est notre mission. Favoriser l'adoption responsable de l'IA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir tout dire, ça peut vouloir rien dire, ça peut vouloir dire du vent, mais grâce aux ODD, on en sait un petit peu plus. On a, bon an, mal an, quelque part, une constitution mondiale acceptée par plus de 150 pays qui nous disent, au travers de ces dizaines d'objectifs, de leurs sous-objectifs et des métriques d'impact, vers quoi on doit tendre. Et ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avancer vers les ODD, et ce faisant, d'essayer de réconcilier ces ODD avec la remise en question, les remises en question en matière de protection des droits fondamentaux que l'émergence de l'IA provoque, en matière de protection de la vie privée, en matière de discrimination, en matière de contrôle démocratique. C'est une question qui n'est pas facile à gérer, mais ça fait partie de notre travail de tous les jours. Alors on est tout petit, on est une petite quinzaine, et on travaille avec pas mal de gouvernements et d'organisations internationales dans le monde. Et je vais vous présenter aujourd'hui le fruit d'un travail qu'on réalise au Partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, qui est une des initiatives, alors avant ça, un petit coup de pub, prochain événement qu'on organise les 6 et 7 décembre en ligne, la Athens Roundtable on AI and the Rule of Law. Donc l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire? De protéger la démocratie à l'heure de l'IA. On travaille avec le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, l'UNESCO et beaucoup d'autres organismes internationaux et nationaux. AIAthens.org. Alors, c'est quoi le partenariat mondial pour l'IA? C'est un partenariat qui a été porté par notre président de la République, qui a été décidé comme un GIEC de l'IA. Donc un GIEC, donc un groupe d'experts internationaux, pour essayer de penser la montée en puissance de l'IA et de la réconcilier avec les principes éthiques. Donc c'est un GIEC de l'IA qui aujourd'hui rassemble 25 pays membres, donc le G7, et autour du G7, des pays comme le Brésil, comme l'Inde, Singapour, la Corée du Sud, et beaucoup d'autres encore, qui n'incluent pas la Chine, parce qu'il a été décidé de, quelque part, s'assurer que les pays regroupés dans ce partenariat mettaient au cœur de leur démarche la recherche d'une adoption responsable, démocratique, et qui mettent la protection des droits humains au cœur de l'équation. Le sommet a eu lieu il y a quelques semaines à l'occasion du Forum de Paris pour la paix. Et nous, ce qu'on a fait, et moi ce que j'ai fait dans le cadre du GEPI, entre autres, c'est de piloter un projet important, passez là-dessus, qui est le Responsible AI Strategy for the Environment. Quand on a 25 pays membres et que l'initiative est pilotée au niveau des chefs d'État, on peut se permettre d'avoir un petit peu d'ambition. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est donc de poser les jalons d'une coalition internationale autour d'une stratégie d'adoption responsable de l'IA pour l'action climatique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, IA au service de l'action climatique et IA responsable au service de l'action climatique? Lutte contre le technosolutionnisme, expression d'une responsabilité dans le déploiement de moyens de calcul pour faire de la projection et du traitement algorithmique. Et donc, ce qu'on a fait pendant 8 mois, c'est d'écrire cette stratégie, cette roadmap, qu'on a présentée à la COP à Glasgow, qu'on a présentée, qu'on a lancée à la plénière, qui essaie justement de mieux comprendre cette analyse risque-bénéfice de l'IA au service de l'action climatique et de créer une petite roadmap, de dire en quoi et comment on peut avancer vers l'adoption responsable de l'IA. Et comme bien souvent, l'IA, c'est intangible, c'est pas clair, certains diraient ils n'ont pas complètement tort, c'est fumeux. Il était pour nous impératif d'adosser cette stratégie à un petit catalogue d'une dizaine de cas d'emploi, de cas d'usage intersectoriels, l'énergie, le recyclage des déchets, l'agriculture, pour montrer tangiblement les gains de productivité, les gains d'impact qu'on peut gagner en matière d'action climatique, donc de réduction, de décarbonation des économies. Et on s'est concentré sur les enjeux de décarbonation. L'impact environnemental, il va bien au-delà des enjeux de décarbonation, sans parler même de la biodiversité. Avant que je vous en dise un peu plus sur ce rapport, vous dire où est-ce qu'on va aller ensuite. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est étendre cette roadmap vers plus de granularité,
plus de spécificité. C'est bien d'indiquer quoi et comment, mais c'est encore plus important de dire quand, par qui et combien ça coûte. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Ce n'est pas facile à faire, surtout dans un cadre où il faut faire de la diplomatie. On cherche à rallier des partenaires, 25 pays membres, ce n'est pas facile. L'arrivée de la nouvelle administration américaine nous a beaucoup facilité la tâche, évidemment. Il ne vous a pas échappé qu'on a commencé ce travail cette année et qu'on n'a pas commencé l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était un peu plus compliqué. Mais on veut aller vers donc plus de granularité, plus d'ambition, mais il nous revient maintenant aussi d'étendre le champ à la biodiversité. Il est de plus en plus impératif, et il apparaît maintenant comme une évidence dans le quoi, mais très difficile à mettre en œuvre dans le comment, qu'il faut réconcilier transition climatique, enfin action climatique, adaptation et mitigation, avec la protection de la biodiversité. Sur les puits de carbone, par exemple, ça semble une évidence. C'est pas gagné, c'est pas facile. C'est ce qu'on va essayer maintenant de faire. On va aussi continuer à ancrer ce travail dans les instances internationales qui comptent. Évidemment, le programme de l'ONU pour l'environnement, évidemment la COP, le GIEC, l'IPBES, et bien d'autres encore. C'est pas facile parce que, encore une fois, il y a une forme de retard, de connaissance et puis de maîtrise des sujets il y a pour l'environnement. Et puis, on veut aussi aider les acteurs à être mobilisés autour de la mesure d'impact. Il y a beaucoup de revendications qui sont émises en matière de gains de productivité, d'économie d'énergie, quand on déploie des algorithmes d'apprentissage profond pour venir automatiser la maîtrise de certains flux, par exemple des flux énergétiques dans un centre de calcul de données, ou dans les facteurs de gains de productivité en matière de maintenance préventive. Il faut pouvoir benchmarker tout ça. Et il faut pouvoir benchmarker tout ça en poussant les acteurs à être un petit peu plus ouverts sur des chiffres qui sont un peu plus sensibles. Et avec un partenariat comme le Partenariat mondial pour l'IA, on peut se donner les moyens de faire ça, de créer ces index, de créer ces protocoles de benchmarking, pour que, après-demain, quand une très belle société comme DeepMind de chez Google annonce que grâce à son système alpha, donc des algorithmes d'apprentissage par renforcement croisé à l'apprentissage profond, est capable de provoquer des gains d'économie d'énergie de l'ordre de 20% chez Google dans les dépenses d'énergie pour ces centres de calcul, Google, c'est déjà son premier poste de coût. Donc un gain de 20% au-delà de ce qu'ils font, c'est beaucoup. Mais il faut qu'on puisse le prouver, ça. Il faut qu'on puisse le benchmarker. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il faut qu'on sorte de ça. Et donc cette mesure d'impact, elle est importante. Et puis enfin, aller vers des solutions plus pratiques. Donc ce qu'on va faire et ce qu'on commence à faire cette année, avec un financement du gouvernement britannique notamment, c'est de faire une étude de faisabilité d'un pilote, d'un data trust, qui est un outil de partage des données avec une mécanique particulière, destiné à favoriser le partage et l'accès de données assez sensibles, par exemple des données de transaction, des données de mobilité, pour donner plus d'informations qui nous permettent de faire de l'action climatique. Ce rapport, on ne l'a pas fait tout seul, on l'a fait avec deux partenaires de renom, Climate Change AI aux États-Unis et le Center for AI and Climate au Royaume-Uni. En gros, pour chacune, il y a 8 sections, je veux pas il y a une cinquantaine de propositions, une cinquantaine de recommandations, réparties en 8 sections. Et ces 8 sections, à chaque fois, on essaye de faire un petit état des lieux, de faire émerger les bottlenecks, c'est-à-dire les goulots d'étranglement, les barrières, et ensuite d'en déduire, d'en faire découler une petite série de recommandations. Et donc, on parle de partage de la donnée et des infrastructures digitales, on parle de questions de recherche, d'innovation et de financement, on parle de questions de déploiement et de passage à l'échelle au travers de l'intégration système, on parle de questions de réduction de l'impact négatif de l'IA sur le climat, énergétique, mais au-delà de l'énergétique, sur le scope 1, sur le scope 2, sur le scope 3, il faut, pour vous donner un petit exemple de recommandation, il faut que demain, on se donne les moyens, que les puissances publiques se donnent les moyens, au travers de leur politique d'acquisition, de passation de marché public, puissent acquérir des services auprès de sociétés qui ont pris des engagements de neutralité carbone issus de leur scope 1, mais également de leur scope 2 et de leur scope 3, pour que sur toute la chaîne de valeur, on sache mesurer des choses. Et puis on se préoccupe aussi des questions d'IA responsable. Qu'est-ce que ça veut dire que l'équité, la vie privée et la transparence à l'heure de l'IA, dans le cadre de la transition écologique, de monter en compétences, c'est essentiel, on en manque beaucoup, de collaboration internationale et, comme je disais juste avant, de mesures d'impact. C'est essentiel pour objectiver la mesure d'impact. On en est loin. Peut-être pour finir et vous projeter dans un autre angle qui est très important et qui explique pourquoi on travaille là-dessus, si à la COP, on n'a pas réussi, on a fait le constat qu'on n'avait pas réussi à avancer sur les 100 milliards qu'on doit aux pays du Sud pour accélérer leur transition écologique. Créer ce genre de stratégie, ce genre d'outils de mise en commun de ressources et de capacités doit nous permettre de créer les voies et moyens, ou certains des voies et moyens, pour permettre demain à des pays comme le Rwanda, comme le Ghana ou d'autres pays du Sud,
de pouvoir acquérir plus facilement, plus rapidement et dans le cadre d'un partage plus, on va dire, vertueux des ressources, ces nouvelles technologies. C'est pas gagné, c'est pas facile, mais plus on va inventer dès le départ les cadres de coopération et de partage, de mise en commun, de commons, on dit en anglais, plus on va se donner les moyens de faire en sorte que dans 3 ans, dans 4 ans, on retrouvera la COP avec des performances bien supérieures en matière de transfert de technologie et j'ai envie de dire de partage de technologie. Je vous remercie.